Je vous présente Grégoire Botorel, qui est le grand ordonnateur de cet après-midi. Donc, c'est lui qui a tout fait, qui a tout pensé. Avec Isolus, on a de temps en temps fait de petites choses. Mais voilà, on y est. On est trop content de vous accueillir. Et comme le disait si bien Isolus, c'est notre petit bonbon là, de fin d'année. Alors, c'est des choses très sérieuses, mais voilà, c'est néanmoins un petit pas de côté, évidemment, par rapport au day-to-day. Et si vous êtes là, c'est aussi un petit pas de côté, j'imagine. Donc, un grand merci. J'espère que ça va être passionnant. Alors, Greg, qu'est-ce qu'on a au programme ? Alors, peut-être une zapette pour démarrer. Vas-y, comme ça. On se croise, c'est très théâtral, toujours. Mais, alors, vas-y. Merci. Merci. Il n'y a pas de zapette. Vous m'entendez ? Oui. Merci beaucoup, Thibaut. Bonjour à tous. Ravi d'être là. On va parler en effet de data, de créa, de tech, d'insights et de mesures et de cette idée du renouveau des compétences et des expertises de la fonction marketing. Alors c'est en effet un petit bonbon, mais on va essayer d'avoir un certain nombre de regards croisés tout au long de notre soirée, d'académiques, de profs en effet, de people et de praticiens. Alors on s'est dit que pour parler du futur de la fonction marketing, il n'était pas inutile de regarder un tout petit peu le passé, Thibaut, en se disant que le marketing... C'est délicieux, tu vois. Alors, il regarde le passé, il me regarde. Alors d'abord, il faut regarder la caméra, Greg, parce qu'on a des centaines de personnes à distance. Et avant de regarder le passé. Et puis, Fabien, on va passer à la première slide. Mais tout à fait. Alors ça, c'est toi, pas de bol. Le marketing à 65 ans, ta slide à 65 ans. Vas-y. Non, la question était, est-ce que c'est l'âge de la retraite ? C'est un sujet d'actualité, 65 ans. C'est aussi l'âge du marketing mix, quand on regarde la courte histoire du marketing. Un concept qui date de 1960. Mais on s'est dit avec Thibaut que le marketing comme fonction, comme discipline, se structurait quand même beaucoup dans les temps forts économiques. Quand il y a des périodes de récession, de décroissance forte, des crises économiques, mais aussi quand il y a des périodes de très forte croissance. Et on a essayé de décrire le marketing, la courte histoire du marketing, sur une petite frise chronologique en se disant mais quand est-ce que ça a commencé, cette histoire de marketing ? Alors, on a démarré notre archéologie, vous voyez, il y a un peu plus d'un siècle, 1896, avec ce qu'on pourrait appeler l'ancêtre des programmes de fidélisation. Certains d'entre vous l'ont peut-être étudié dans leur premier cours de marketing relationnel. C'est le programme Green Stamps aux États-Unis, avec des photos qui existent encore sur Google Images, d'ailleurs, de Booksaver, où on peut coller ces points de fidélité qu'on va collecter auprès d'enseignes partenaires du programme en échange de cadeaux disponibles dans un catalogue. Ensuite, on a quelques années plus tard, 1901, il y a 124 ans maintenant, la création du premier guide Michelin. Alors, c'est écrit en tout petit, mais vous voyez que c'est ici l'édition originale de la première édition. Et il est écrit « Offert gracieusement aux chauffeurs ». L'invention finalement du content marketing, en se disant qu'en créant un marché, le marché du tourisme, de la gastronomie, les chauffeurs allaient faire un peu plus de kilomètres avec leur voiture et donc consommer du pneu un peu plus régulièrement. Alors, je parlais de temps fort économique tout à l'heure. Un exemple d'innovation en marketing, c'est 1929, la crise de 29 aux États-Unis, et la création des panels, la création de Nielsen aux États-Unis pendant la crise de 29, et un concept qui est devenu fondamental depuis, c'est la part de marché que les panels ont apporté dans les métriques qu'on suit de près, notamment pour prédire, par exemple, les ruptures de stock dans les pharmacies aux États-Unis au moment de la crise de 29. 1937, c'est la création de l'AMA, l'Association américaine du marketing. Il faut attendre un tout petit peu pour avoir l'équivalent en Europe et en France. Et puis 1960, c'est peut-être là qu'on rentre effectivement dans l'ère du marketing tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec l'émergence des 4P face à une intensification de la concurrence et de l'orientation marché. Alors le marketing mix est autour des 4P, 4 concepts que Guillaume, tu m'as demandé de rappeler en introduction. On a tous, je pense, démarré nos premiers cours de marketing, pour ceux qui en ont fait, par ce concept qui est devenu fondateur et qui est devenu un paradigme hyper dominant du marketing. Les 4P étant Product, Place, Price et Promotion. 1981, là on arrive dans des périodes qui sont un tout petit peu plus contemporaines, notamment parce qu'on commence doucement à parler de data avec en 1981 la création du premier programme de fidélisation moderne dans le secteur aérien. On est aux États-Unis. C'est le programme Advantage qui est davantage à cette époque-là un outil de collecte de données clients qu'un outil de fidélisation. 92, c'est la création du brand equity.
David Hacker, qui est le père fondateur de ce concept de qu'est-ce qui fait une marque forte, donc de la mesure du capital d'une marque, avec cette idée qu'entre Pepsi et Coca, en effet, il y a un certain nombre de dimensions qui différencient ces deux marques. L'image de marque, la notoriété, les associations, les émotions qu'elles génèrent. Et puis à partir de 1994, donc il y a 30 ans, cette idée que les 4 P ou le marketing mix n'est finalement peut-être pas le seul paradigme du marketing, c'est la création du marketing relationnel par ce qu'on appelle l'école nordique dans le monde académique, Christian Grunross il y a 30 ans, et quelques années plus tard, Thibaut, c'est pour ça que je parlais quand même un peu de passé, The One-to-One Futures avec Peppers et Rogers, je crois que c'est la slide suivante. Merci Greg. Alors, on va accélérer. Depuis 25 ans, l'histoire s'accélère. C'est vrai, depuis le one-to-one, certains forcément s'en souviennent, beaucoup de buzz pour un concept, pas forcément énormément d'exécution derrière, mais bon, important. 98 Google, le search explose. 2004 Facebook, le social explose. Les chercheurs n'ont pas oublié d'avancer. Vous voyez que la lifetime value, c'est le gros article fondateur sur Return on Marketing à cette époque-là, 2004, dans Journal of Marketing. Merci Pierre. 2008, l'App Store. 2009, le programmatique, cette idée que le média, ça va s'acheter aux enchères en temps réel sur la base de quoi ? De data. WhatsApp, bien sûr, 2009 aussi. 2013, le people-based. Là, Facebook nous fait un coup incroyable en nous disant « Non mais les gars, vous n'avez rien compris. Nous, on va arrêter de vendre de la pub à des cookies. On va vendre à des personnes. » Et donc, people-based marketing, ils rachètent Atlas, qui est à l'époque une initiative très intéressante, qui pose des petits problèmes de privacy, parce qu'ils se mettent à savoir beaucoup de choses et à faire le lien entre des people et des cookies. Donc ça, le régulateur américain n'aime pas trop, donc ils doivent s'en séparer. 2018, Amazon Ads. Amazon rassemble toute son offre en matière publicitaire et lance vraiment le retail média. 2022, ChatGPT, vous vous en souvenez tous. L'année dernière, il y a 2 ans, ChatGPT qui passait 100 millions d'utilisateurs actifs par semaine. Et puis 2025, c'est vous, c'est là, c'est maintenant. Donc on voit que l'histoire s'accélère et que finalement, les avancées en matière de data se confondent étrangement avec les avancées, bien sûr, de la recherche et puis celles du marketing et des praticiens, d'où votre présence à tous ici. Merci Thibaut. Alors on a imaginé un programme en 3 tables rondes autour de finalement une petite prise de recul. S'il devait y avoir 3-4 bouleversements majeurs de la fonction marketing, à quoi ça ressemble depuis 25 ans ? Alors on s'est dit, d'abord la première transformation évidente, c'est qu'il y a plus de data science. On a appris le média par le GRP, mais il vaut mieux commencer à savoir bien manipuler des modèles d'attribution sur Python et les comparer entre eux. Plus d'IA. Demain, la compétence de savoir analyser une IA, une recommandation d'IA avec de l'esprit critique, savoir briefer correctement une IA deviendra sûrement une compétence essentielle. De plus en plus d'architecture dans la fonction marketing, notamment en termes de technologie, où on a beaucoup de briques technologiques qu'on va venir additionner, imbriquer entre elles justement, mais toujours au service de cas d'usage concrets pour le consommateur final, ce qui parfois est un challenge en matière d'architecture tech, quand on a des écosystèmes MarTech de CDP ou de CRM par exemple. Et puis la 4e grande tendance, celle de la mesure, avec cette idée qu'une méthodologie unique ou un outil unique pour mesurer l'efficacité de ces activations marketing, c'est une idée qui est assez utopique et on rentre dans un monde où l'imbrication des méthodologies va devenir une compétence essentielle autour de modélisation statistique, autour de skills, autour de l'incrémentalité ou de l'attribution par exemple. Et cette capacité à mieux imbriquer ces méthodos deviendra probablement importante. Alors le so what pour les CMO et pour les fonctions marketing de ces 4 grandes transformations. D'abord, une capacité essentielle à orchestrer des équipes marketing qui sont de plus en plus hybrides dans les compétences qu'on mobilise. De plus en plus de data scientists, de marketeurs évidemment, de spécialistes de marketing, de médias, mais aussi d'UX researchers, de compétences de sociologie, peut-être de philosophie aussi, pour donner du sens à ce que l'IA nous recommande. Revaloriser des compétences humaines, la curiosité, la créativité et l'esprit critique sont des thèmes qu'on va explorer dans la 3e table ronde. Repenser l'organisation avec des logiques d'organisation peut-être plus fluides, plus apprenantes, peut-être plus organiques aussi. Et puis expérimenter vite, mesurer mieux,
avec cette idée que finalement 72% des CMO qu'on interroge aux États-Unis nous disent je recrute des profils qui sont non marketing dans mon équipe. Donc on voit bien que cette hybridation des compétences est quelque chose d'assez essentiel. Et pour finir, la dernière source qu'on a trouvé intéressant de mobiliser pour cette introduction, c'est la slide suivante. C'est la dernière étude qui s'appelle The Future of Jobs du Forum économique mondial qui finalement interroge beaucoup de directions d'entreprise. On est ici toujours aux États-Unis en disant mais finalement quand on analyse une fonction marketing, quelles sont les principales tâches d'une équipe marketing? Et quand on interroge les CMO sur où va se porter leur effort de reskilling, donc de montée en compétences de leurs équipes à l'horizon 2023-2027, quels sont les principaux sujets qui émergent entre le temps qu'on passe aujourd'hui et le temps qu'on devrait passer dans 3 ans, dans 4 ans? Et on voit qu'effectivement, tout ce qui est en haut et très à droite sont des sujets qui sont intéressants. Alors encore plus intéressant, si on descend un tout petit peu sur le graphique, si on le lit, c'est des sujets sur lesquels on passe peu de temps aujourd'hui, mais sur lesquels l'effort de montée en compétences doit être important. Qu'est-ce qui émerge? L'IA et le big data, des compétences en matière de leadership, des compétences en matière de design, de conception d'expérience client, des compétences en matière, par exemple, de compréhension de l'impact environnemental du marketing, de mesures d'empreinte carbone, par exemple, du marketing. Donc vous voyez que les sujets qu'on va aborder dans nos 3 tables rondes ressortent assez clairement quand on interroge les directions marketing. Et le Forum économique mondial nous confirme ça. Merci Greg. Alors puisque tu parles de CMO, je voudrais vous dire qu'hier est sorti le classement Forbes, très réputé, des CMO les plus influents dans le monde, dans le top 50 des CMO les plus influents, des directeurs marketing les plus influents dans le monde, 2 boîtes françaises. Je tiens à dire qu'elles sont toutes les 2 représentées aujourd'hui. Bien entendu, Asmita de L'Oréal, très très bien placé, Charles. 4e, merci Charles. Et puis LVMH, également particulièrement bien placé dans le top 20, je crois, Sandrine. Merci. On a réussi à vous faire parler tous les 2 à la même table ronde. J'avoue que ça nous fait beaucoup rire. Merci. Voilà. Alors, on aura des speakers incroyables. Je viens d'en présenter 2, Charles et Sandrine. On aura également, bien sûr, Christine de Decathlon qui nous fait l'honneur de venir de Suisse, Marie-Alicia qui était chez Paris 2024. Et puis, on aura des professeurs. Alors, on aura Pierre Vol, on aura Sandrine Massé qui représente 2 institutions majeures, bien sûr, de l'enseignement supérieur français. On aura également Clara qui vient également de L'Oréal et qui vous racontera son parcours. Merci Clara d'être avec nous. Et puis on aura quelques speakers de Numberly également. Catherine, que vous connaissez tous, Laure qui s'occupe de médias, Guillaume qui ne fait pas des RH du tout, qui s'occupe de people, Anya, avec qui on présentera du coup la dernière table ronde, je crois, sur le contenu, et puis Grégoire. Voilà, merci beaucoup, et puis on attaque. Alors le programme, quand même, on a 3 tables rondes qui vont s'enchaîner, 3 fois 30 minutes, et puis après, un cocktail incroyable, paraît-il. Donc la première, c'est ça veut dire quoi faire du marketing en 2025. Je précise qu'on a des stagiaires ici, et puis même des stagiaires de seconde. Alors bravo, parce que, voilà, vous regardez bien, c'est l'initiation au marketing, donc on commence jamais assez tôt, donc merci à tous. Voilà.